Commit After Work, le Business Talk, est présenté par Commit, la solution logicielle idéale pour la gestion numérique de vos données en ressources humaines. Diriger en même temps un centre de formation, un centre culturel, un hôtel et un restaurant, c'est le défi un peu fou que relève depuis 18 ans Didier Juirat. Il est le directeur du CIP à Tramelan. Didier Juirat, bienvenue. Merci et merci de m'accueillir ici en tout cas. C'est exagéré de dire que c'est un défi un peu fou à relever. Alors, je ne sais pas si c'est un défi fou, mais c'est un défi passionnant en tout cas. Et puis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements qui ont ce genre de défi, où on retrouve tout sous le même toit, comme vous l'avez indiqué. Ça passe de l'hôtel, de la formation d'industrie, de la formation continue, avec plein de choses qui se passent, avec de la culture, le tout sous un même toit. Alors, je crois qu'on est vraiment les seuls en Suisse. Donc oui, c'est un défi peut-être pas fou, mais qui a été imaginé par quelqu'un qui était visionnaire, comme je pense. Et on va en parler tout à l'heure de la création du CIP. Le CIP, c'est l'acronyme de Centre interrégional de perfectionnement. Il est connu avant tout comme lieu de formation pour adultes, de formation continue. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un mot un peu fourre-tout. Oui, alors la formation continue, c'est totalement fourre-tout parce qu'on peut trouver des gens qui font de la formation continue dans des secteurs totalement privés, qui sont aussi des secteurs peut-être de loisirs. Nous, on vise de la formation continue à visée professionnelle, mais plutôt que formation continue qui est assez restrictif au niveau même de la loi. Il y a une loi aussi fédérale qui parle de la loi sur la formation continue, mais qui est très restrictif. Donc nous, on préfère parler de formation tout au long de la vie, comme c'est un peu la notion en Europe. Et puis là, on parle vraiment de formation à visée professionnelle, donc qui peuvent être certifiantes ou non certifiantes. Donc justement, les certificats, on peut avoir, grâce à une préparation aussi, une attestation fédérale, des CFC, on peut aller jusqu'au brevet, mais vous êtes spécialisé surtout dans les métiers du décolletage et de l'horlogerie. Oui, alors pour des formations certifiantes, c'est effectivement là qu'il y a depuis le plus longtemps en fait, des certificats qui sont attribués. AFP plus récemment et les CFC depuis maintenant presque 30 ans. Donc ça signifie qu'effectivement, dans ces métiers-là, c'est des métiers qui répondent aux besoins de l'industrie. C'est aussi pour ça que le CIP a été créé à cet endroit-là, pour pouvoir répondre aux besoins de formation des industries. Et donc là, on a effectivement une spécificité. On n'est pas les seuls, ça se donne aussi dans le canton de Châtel, au niveau de l'horlogerie et de la mécanique. L'horlogerie se donne également dans le canton de Genève, mais c'est aussi des cantons où on parle pas mal d'horlogerie en fait. On va voir une image de l'atelier décolletage justement rempli de machines. Bon là on a ici plutôt un atelier horlogerie. Voilà ici ces machines, des machines qui sont fournies par les entreprises. En grande partie, donc pas exclusivement, mais en grande partie, on a vraiment un soutien des fabricants de machines. Pas seulement des machines, mais aussi des équipements. Donc c'est vrai que vu qu'on a aussi des cours interentreprises, donc pour des apprentis qui viennent un peu de toute la Suisse, et on a de la formation d'adultes, donc ça permet à des personnes de travailler avec un équipement qu'ils vont retrouver dans les entreprises. Et ça permet aussi aux personnes qui fabriquent autant de l'équipement et des machines de pouvoir sensibiliser de nouvelles personnes à leur équipement. Et donc, c'est toujours des clients potentiels pour plus tard. Les autres secteurs du CIP, on l'a dit, donc hôtel, restaurant, centre culturel, finalement, ces secteurs-là sont nés pour permettre aux gens en formation, il y a aussi des gens qui viennent faire des séminaires de plusieurs jours, d'être nourris, de se cultiver, de dormir aussi dans ces structures. Mais entre-temps, certains événements culturels au CIP sont devenus incontournables, par exemple Tram-la-Bulle. Alors j'espère que c'est incontournable, effectivement ça fait longtemps que ça existe. Et puis le CIP est quand même je dirais, c'est un écrin pour mettre beaucoup d'activités en place. Donc au début de la création du CIP, il n'y avait pas vraiment une mission particulière qui était donnée ou vraiment des activités qui étaient déterminées. Il a fallu que ça se mette en place petit à petit. Et avec Tram-la-Bulle, donc il y a une organisation qui s'appelle Regio BD qui est l'organisateur et on fait ensemble finalement. Donc nous, on met l'infrastructure à disposition. Regio BD organise tout ce qui est côté BD en tant que tel. Et puis avec notre secteur culturel, ça fait le lien totalement. Donc oui, ça se passe et ça se passe bien. C'est un des plus anciens festivals de bande dessinée de Suisse. Oui, alors il y en avait un plus ancien, mais il n'existe plus. C'était Sierre en fait. Et puis donc je crois que c'est effectivement maintenant le plus ancien qui existe encore.
On voit une image ici, il y a aussi d'autres événements que vous organisez, CIP Solidaire notamment. Oui, alors CIP Solidaire, c'est peut-être un autre aspect, c'est-à-dire qu'on est dans une commune qui a aussi beaucoup d'accueil, qui est habitué à accueillir des gens. Il y a même une fondation, aussi Fondation Goba pour la paix, qui est basée à Tramelan. Et puis donc il y a vraiment une culture de l'accueil. Il y a aussi un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc il y a un peu cette culture qui est là. Et puis ça fait maintenant quelques années qu'il y a chaque année un jour qui s'appelle CIP Solidaire, où des institutions qui s'occupent d'entraide ou qui sont actives dans le secteur de la migration ou de l'aide à l'étranger aussi, viennent se présenter. Il y a des stands, il y a de la nourriture, il y a une activité assez variée. C'est quoi les difficultés concrètement d'avoir justement tous ces secteurs-là sous le même toit pour vous en tant que directeur? Alors, je dirais plutôt que de difficultés, je dirais justement, ça fait partie du défi, c'est qu'on a beaucoup de métiers différents. Donc on a des métiers qui sont liés à la formation, avec les formateurs qui ne sont pas tous du même secteur en plus, vu que ça va des compétences de base à des formations en horlogerie et puis en mécanique et décolletage. On a des gens qui ont comme métier de travailler dans la culture, au niveau de la médiathèque notamment. On a aussi des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, plus des métiers évidemment d'administration, parce qu'il faut aussi un staff qui fait tout le back-office et qui fait tout ça. Donc c'est les cultures différentes qu'on trouve peut-être moins dans des entreprises très spécialisées. Et nous, on a vraiment des cultures très différentes. Ce qui est passionnant, ce qui n'est pas toujours facile aussi pour que les gens comprennent les réalités de chacun, mais c'est ce qui est passionnant. Alors, toute cette histoire commence il y a un demi-siècle, quasiment. Donc, en 1972, le maire de Tramelan, Willy Jeanneret, a un grand projet. Il veut créer un centre de formation continue pour les adultes, en particulier pour les enseignants. C'était une idée avant-gardiste, on peut dire ça. Oui, alors il en a fait un doctorat d'ailleurs, qui a été validé, et puis c'était son idée. Alors il était lui-même déjà enseignant dans des cours pour enseignants finalement, donc, et c'était, alors en 1972, il faut dire que c'était un peu animé politiquement la région, donc c'était pas ce qu'il y avait de plus calme, mais il y avait encore finalement qu'un seul canton. Et puis l'idée, d'où vient le I de interrégional, c'est que l'idée était que ce soit un centre de formation pour les enseignants de tout l'arc jurassien si possible, mais en tout cas de toute la partie francophone du canton de Berne de l'époque. Et puis cette notion a été après relativement vite mise en défaut puisqu'il y a une loi sur la formation qui est arrivée avec différentes institutions, notamment la création des HEP qui ont eu des autres rôles. Donc le rôle d'interrégional a été, en tout cas pour les enseignants, un petit peu diminué. Mais par contre, c'est resté dans le nom du CIP. Et puis toutes les idées à la base de savoir que pour se former, il ne faut pas avoir juste une place dans une école, par exemple. Il y a toujours le syndrome des élèves qui sont à côté de la fenêtre et puis qui regardent dehors et puis qui n'écoutent pas ce que dit le prof. Alors, la formation d'adultes, c'est autre chose, c'est une autre dynamique. Et il fallait vraiment un bâtiment pour ça. Et là, il a été très visionnaire, avec l'idée de mettre tout ce qu'il faut autour pour y arriver. Donc, avec une médiathèque, avec justement un restaurant, un hôtel, en pensant que les gens pouvaient rester plusieurs jours sur place. Ce qui était le cas, et puis ce qui a été vraiment ce qui fait cette spécificité du CIP aussi. Mais n'empêche qu'il a quand même fallu 20 ans pour que le CIP entre en fonction. Donc c'est d'un côté des processus politiques complexes, mais qui vont à quelque part aussi servir, parce qu'on est justement en pleine question jurassienne, et le canton de Berne va casser sa tirelire, on peut le dire, pour construire ce lieu. Oui, alors tout à fait. Donc c'était une validation du projet qui a été accepté en 1979. Donc là, il y a vraiment eu les plans qui ont été déposés. Enfin, il y a eu un appel aussi à des créations. Et puis finalement, c'est un architecte valaisan qui a eu le mandat, ce qui a créé un premier petit conflit, ou en tout cas scandale, parce que pourquoi est-ce que c'était un architecte valaisan qui venait construire quelque chose dans la région? Mais bon, ça, c'est autre chose. Et pas n'importe quoi, c'est un bâtiment qui était très particulier pour l'époque, qui est étudié encore aujourd'hui. Oui, alors il est très particulier pour l'époque, il reste très particulier et même unique. C'était l'œuvre de la vie, en fait, des architectes Wenger, Peter Heide Wenger. Et puis maintenant, c'est un bâtiment qui est protégé, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours facile quand on veut faire des modifications d'ailleurs. Ouais. D'un point de vue énergétique aussi, ça coûte cher. Il y a plein de vitres partout. Oui, on va dire qu'on n'est pas encore au niveau de la minergie, donc voilà, ça c'est un peu compliqué. Ouais. Mais effectivement, il y a un devis qui a été accepté, les travaux ont commencé.
Alors, les travaux ont commencé en 86, ils sont terminés en 91, donc ça faisait une grande période parce qu'il fallait aussi assurer le bâtiment sur la roche qui était un peu en dessous et sinon le terrain était un peu mouvant. Donc ça fait des dépassements de budget. Donc on est passé de 19 millions de visées à 29 millions au final. Oui. Et puis le canton de Berne a voulu en fait en quelque sorte remercier Tramelan, qui était un fief un peu anti-séparatiste. C'est ça ? Alors, je ne sais pas si c'est un peu le fou la poule, en fait, mais ce qu'il y a sûr, clairement, c'est que le maire était là, donc il a pu céder un terrain pour un franc symbolique au canton. Le canton, par contre, a effectivement cassé sa tirelire pour construire quelque chose dessus, mais c'était une bonne collaboration pour montrer aussi que le canton, je dirais, investissait dans cette région-là qui est restée dans le canton de Berne. Mais à l'époque, il a été l'objet de railleries, ce bâtiment trop grand, trop luxueux, trop éloigné, un gouffre financier. Et puis surtout, les patrons des PME avoisinantes estimaient pas forcément que le perfectionnement professionnel, les formations continues, c'était un investissement, c'était un coût. On n'était pas encore dans cette mentalité. C'est difficile à comprendre, mais la formation continue, c'était quelque chose qui n'était pas forcément encore vraiment ancré dans les mœurs. Alors, j'aimerais bien pouvoir parler au passé, comme vous le faites, en disant que c'était considéré comme un coût, c'est encore parfois considéré comme un coût. Ouais. Et puis, au moment où le CIP est venu, donc effectivement, il y avait un peu de la formation continue qui se faisait aussi dans les autres écoles professionnelles et qui existait déjà. Mais je pense que je dirais que ce passage à faire une institution pour la formation continue, au début, n'était pas forcément compris. Et puis, le chômage est arrivé, donc ça a aussi montré la nécessité d'avoir une institution qui peut, de manière flexible, offrir des cours en journée pour les chômeurs. Donc là, ça a commencé à prendre un essor un peu nouveau. Et l'autre élément est aussi que, justement, certaines institutions, comme la Convention patronale de l'industrie horlogère, la CPIH, a réalisé qu'il fallait former des adultes pour le métier d'horloger. Donc là, on a commencé à être plus cohérent par rapport aux besoins de l'industrie, on s'est rapproché de l'industrie et depuis, je dirais que la mayonnaise a pris évidemment. Mais certaines institutions ou certains employeurs considèrent encore que la formation, c'est d'abord un coût. Et là, vous avez un rôle de justement promouvoir la formation continue, de faire comprendre à quel point c'est important. Oui, et ça commence tôt en fait. Il y a maintenant, en fait, ça fait plusieurs années que la Confédération a aussi une priorité de former dans les compétences de base. Alors, compétences de base, il faut comprendre français, mathématiques de base, ou bien aussi techniques de l'information et de la communication, l'éthique. Et c'est toutes des compétences de base qui ne sont pas forcément acquises par la population. Ça, c'est fou. Vous donniez un chiffre. Oui, alors on parle de plus de 20%. Qui n'a pas les compétences de base. Exactement. En français, en mathématiques, etc. Qui ne les ont pas ou qui ne les ont plus. Ils ont pu oublier partiellement ou bien ils ne se sont pas tenus à jour. Donc effectivement, et si on veut arriver à ce que ces personnes-là puissent aussi s'adapter aux nouveaux métiers, parce que les métiers évoluent tous les jours, donc elles sont obligées de récupérer leurs lacunes en compétences de base pour pouvoir arriver à se former ensuite. Et ça, c'est un discours qui n'est pas encore tout à fait compris par tout le monde, y compris par les personnes qui en souffrent. Il y a toujours encore la honte d'indiquer qu'on n'est pas à l'aise ni en français, ni en mathématiques ou bien en TIC, alors que vraiment, il y a tout qui est mis en place, il y a des mesures de la Confédération, on est là aussi pour organiser des cours spécifiques, pour aider ces personnes à pouvoir relever les défis futurs. En parlant justement du secteur de l'informatique, vous avez aussi, le CIP a très vite aussi donné des formations continues dans l'informatique. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était nécessaire tout d'un coup dans tous les métiers. Oui. On a une image d'ailleurs ici. Oui, alors c'était à la pointe du progrès. Maintenant, c'est un peu moins. Mais effectivement, donc c'était à l'époque, je me rappelle que le premier ordinateur que j'ai eu, c'était pas au CIP, mais il y avait 20 mégas de mémoire sur un ordinateur, et puis c'était un ordinateur où j'étais dans un bureau où il y avait personne qui savait l'employer. Et c'était comme ça pour beaucoup d'entreprises. Donc il fallait en fait former les gens à se mettre à l'informatique. Maintenant, ça paraît un autre monde, mais c'était comme ça. Quel type de personnes viennent se former? Par exemple, justement, dans l'horlogerie. Vous me parliez de femmes, souvent, qui ont déjà un métier, qui ont une famille et qui, en plus, se lancent dans cette formation pour devenir horlogère. Elles étaient peut-être ce qu'on appelle petites mains à la base. Oui. Alors, c'est effectivement une grande partie des personnes qui viennent se former. On a quand même une majorité de femmes en horlogerie et une majorité
écrasante d'hommes dans le décolletage. Donc, c'est des formations qui se déroulent un peu de la même manière, mais on voit vraiment que là, c'est pas encore l'égalité des sexes dans les différents métiers. Et là, effectivement, c'est des femmes qui viennent, qui ont commencé comme petites mains, elles ont envie de progresser. Et puis, si elles commencent dès le début par ces modules, ça fait 6 ans quand même. 6 ans où il faut se former, il faut aller 2 à 3 fois par semaine au CIP pour se former le soir ou parfois le samedi. Et elles le font, elles arrivent au bout. Il y a aussi des hommes, j'entends, mais vraiment, donc ces personnes qui se forment, c'est assez impressionnant, quoi. C'est vraiment toute la vie qui est réorganisée autour de la formation. En 1991, on l'a dit, le CIP existe enfin. Et vous, à ce moment-là de votre vie, vous êtes sur le point de diriger le secrétariat pour les réfugiés de la ville de Bienne, rebaptisé Asile Bienne Région. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce secteur-là, à la base, où vous alliez passer une quinzaine d'années? Alors, c'était de faire connaissance en fait, d'autres cultures. Idéalement, j'aurais bien voulu aller travailler au CICR, de partir à l'aventure, mais je pense que j'étais pas encore très mûr pour le faire et ils l'ont vu. Donc par contre, j'ai travaillé, c'était à Bienne, et puis là, par contre, j'ai beaucoup voyagé en accueillant les gens qui venaient d'ailleurs. Et c'était un magnifique apprentissage de voir aussi que la vie, c'est pas toujours facile, qu'il y a vraiment de tout qui est vécu. On a des systèmes qui sont pas toujours idéaux non plus. Et puis qu'il y a des gens qui arrivent, qui sont au bord de la route, et puis il faut autant que possible, dans le cadre légal, les aider à avancer. Mais aussi, c'est là qu'on voit qu'il y a de la limite dans les aides qu'on peut apporter, et puis il faut l'accepter. Quel lien avec votre métier aujourd'hui, directeur du CIP? Alors je pense qu'il y a un premier lien qui est le fait de travailler avec des gens et dans un domaine qui n'est pas uniquement financier. Donc ça signifie qu'il y a un lien avec la société, il y a un lien à développer, un lien avec les gens, de développer des outils, de développer vraiment aussi cette collaboration. Et un autre lien qui existe, c'est qu'autant au niveau de l'asile que du secteur du CIP, on est une institution qui est hybride, c'est à savoir qu'on a une utilité publique, mais on a aussi quand même des nécessités de rendement, de possibilité d'être efficace au niveau économique. Donc c'est un très bon compromis. Puisque j'ai étudié l'économie à la base, j'étais content de garder un lien avec des chiffres, mais pas des chiffres pour faire des chiffres, mais vraiment avoir une utilité et puis faire travailler les gens dans une meilleure ambiance que possible, dans une meilleure utilité que possible. Et donc ça, c'est pour moi le lien. Je pense que c'est le lien social qui est important. Vous devez vous autofinancer justement à 50%, le reste provient du canton. Est-ce que vous avez une pression financière ou finalement vous êtes un peu pépère là depuis 18 ans à la tête du CIP? Non, alors je pense qu'on n'est pas pépère du tout. Et puis c'est vraiment même l'image qu'on doit faire accepter par les autres. On a encore parfois une réputation d'être une institution cantonale, bien tranquille, etc. Et non, ce n'est pas le cas. Donc on a vraiment cette nécessité d'être rentable, de pouvoir développer des produits qui sont rentables aussi. Au niveau de l'hôtel, du restaurant, c'est un secteur qui doit être autant que possible autofinancé. Donc ça signifie qu'on doit aussi vraiment toujours chercher des développements en plus. Mais surtout, en fait, on est dans une flexibilité qui est obligatoire, dans le sens qu'on doit répondre à des besoins, autant pour nos formations que pour tous les services qu'on a, des besoins de l'industrie, des besoins de la population. Donc si on était pépère, on pourrait très bien dire, voilà, on s'en fiche, ça ne marche pas, tant pis, et puis on a notre salaire qui tombe, mais ce n'est pas comme ça. Mais c'est une réputation qu'on doit vraiment casser, en fait, et puis voilà, j'espère qu'aujourd'hui, en étant là, puis en l'expliquant, que ça peut peut-être encore casser des idées préconçues. Alors, vous l'avez dit, vous vous êtes formé en licence, vous avez une licence économique à l'université de Neuchâtel, avec cette envie dès le départ de travailler avec l'humain en équipe. Vos parents, eux, avaient une fiduciaire. Est-ce que c'est en les observant que ça vous a donné envie, vous, de pouvoir travailler avec un peu plus de monde? Alors je pense que de les voir, ça m'a donné envie de travailler dans les chiffres, ça c'est une chose, mais par contre, j'avais pas du tout envie d'être dans un cercle très limité. J'avais besoin de travailler en équipe, de pouvoir discuter, de pouvoir peut-être diriger des équipes aussi, donc vraiment d'aller dans un système de dynamique en lien avec plus de personnes, oui, effectivement. Vous grandissez dans quel genre de famille?
Tout à fait romande, donc À Bienne. à Bienne, tout à fait, oui. Donc j'ai des parents qui étaient les deux francophones. Alors mon père devait parler un peu plus le suisse-allemand quand même que ma mère parce qu'il était en contact avec des personnes de différentes régions. Et aussi déjà tout de suite, il avait des clients qui étaient autant à Bienne que dans le Jura bernois. Donc pour moi, c'est une seule grande région. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les Biennois, de ce que j'ai pu voir plus tard aussi. Donc c'est vrai que cette séparation, pour moi, elle n'a jamais existé. Et puis donc c'était effectivement une chance à ce niveau-là. Vous avez un fils de 30 ans. Oui. Vous avez perdu votre femme il y a 3 ans maintenant. Qu'est-ce qui, dans la vie, vous aide à remonter la pente? Alors, ce qui m'a aidé à remonter la pente, c'est déjà le fait que mon fils était là, puis qu'il faut continuer aussi, donc ça c'est une vie normale. Ensuite, j'ai eu de la chance d'avoir une amie maintenant qui m'accompagne beaucoup, et puis on fait beaucoup de choses passionnantes ensemble, donc c'est vrai que ça c'était une aide, et puis ce qui est aussi une aide, c'est d'avoir un travail qui est passionnant. Donc c'est vrai que dans une situation de ce genre-là, si on a un travail qui est catastrophique et puis on ne s'y voit pas, ça n'aide pas, donc ça c'est sûr. Donc le travail m'a beaucoup aidé aussi. Quel genre d'enfant vous étiez? Alors là, c'était au jardin d'enfants. J'avais aucune envie d'y aller dans ce jardin d'enfants. Ça me cassait les pieds. Et puis là, bon, je fais bonne figure pour la photo, mais je détestais ça. Vous n'aimiez pas l'école en général? Alors l'école enfantine, j'aimais pas. Je préférais rester dans mon coin, de pouvoir jouer d'une certaine manière. Donc là, j'ai pas trop aimé ce passage, mais il était obligatoire. Après l'école, si, j'ai bien aimé encore l'école. Mais le jardin d'enfants, non, c'était pas terrible. En plus, là, je venais d'avoir des lunettes, je crois, j'ai dû commencer, je les ai encore, pas les mêmes. Mais c'était dur de les accepter. Là, on voit avec votre sœur. Voilà. Et puis, vous aviez déjà tôt cette envie un peu leader, comme ça, de gérer une équipe. C'est venu assez tôt? Pas forcément. Non, alors pas forcément. Donc, en fait, j'ai une vie très facile. Je jouissais de la vie, tout se passait bien. Donc, je ne me suis jamais posé beaucoup de questions. Par contre, effectivement, après avoir l'envie de pouvoir sortir justement d'un cocon un peu trop fermé et puis de dire que j'avais envie d'avoir des gens à côté, oui, c'est vrai. Alors, à ce moment-là, je m'imaginais bien pouvoir diriger. Là, ça me titillait quand même, oui. Vous avez des défis qui vous attendent, en tout cas encore au CIP, avec d'un côté l'hôtel, les chambres vides, ça coûte. Vous voulez passer à 40% de taux d'occupation des chambres, vous êtes à 37%. Pour ça, il faut aller chercher des gens à l'extérieur. C'est difficile. Comment on fait? Alors oui, justement, il faut élargir le cercle, en fait. L'idéal pour un hôtel comme le nôtre, c'est quand il y a des gens qui viennent faire des séminaires, où ils peuvent venir, ils dorment, ils mangent, ils utilisent les cours, donc c'est parfait. Mais il faut aller les chercher. Et puis dans la région, alors on voit que les gens nous connaissent, mais ils n'ont pas forcément envie de passer toujours des journées entières. Donc ils viennent, ils font peut-être des jours de cours, ils repartent. Donc les séminaires étaient beaucoup plus en vogue au moment où le CIP a ouvert que maintenant. Et on doit aller chercher plus loin. Donc effectivement, on travaille avec une entreprise qui nous aide à faire connaître le CIP et donc quelque part toute la région, en dehors de notre petite région et aller jusque loin dans la Suisse romande. C'est dur de faire venir des gens dans le Jura bernois? Alors il y a des préjugés? Oui, il y a des préjugés, pas seulement, je dirais, de la région, mais en fait, si vous demandez à des Bernois de venir à Trablant, par exemple, concrètement, ils trouveront que c'est beaucoup plus compliqué de faire ça que pour nous d'aller à Berne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu la règle. Et puis, alors, c'est vrai que pour la Suisse romande, Bienne, de toute façon, et le Jura bernois n'existent pas forcément. Donc c'est aussi pour ça qu'on pousse aussi cette appellation de Grand Chasseral dans la région, parce qu'il faut toujours sinon expliquer ce que c'est que le Jura bernois. Alors le Jura bernois n'est pas très connu dès qu'on dépasse Neuchâtel. Et puis si on va de l'autre côté vers Zurich, alors là, qu'il y ait des romans dans le canton de Berne, c'est vraiment de la science-fiction. Donc voilà, donc il faut vraiment qu'on arrive à faire connaître cette région et voilà, en essayant de vendre l'hôtel plus loin, on espère y arriver aussi un petit peu. Et pour ça veut dire pour vous aussi beaucoup de réseautage. Heureusement que vous pouvez passer des jours de vacances loin de tout ça. Par exemple, sur le glacier d'Aletsch, on va finir avec cette image de vos vacances. C'est en Suisse maintenant, vous qui vouliez toujours voyager, que vous aimez passer vos vacances. Qu'est-ce qui vous attire? En quoi ça vous ressource? Je pense qu'aussi avec le Covid, on a réalisé que de sortir, c'est pas toujours terrible, j'entends. Et puis, de se balader en montagne avec mon ami, on aime beaucoup ça, d'être aussi
dans un coin aussi, on a un chalet qui est perdu dans la montagne, c'est aussi vraiment, ça permet de vivre d'une autre manière. Donc d'être en Suisse, j'ai aussi une autre passion, c'est de faire de la voile. Et puis donc c'est dans la région, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment se ressourcer sans forcément aller au bout du monde. Et puis c'est des paysages magnifiques, j'entends. Donc on ne peut pas faire autre chose que d'admirer ces paysages quand on y est. Didier Juira, merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec nous sur Télébilingue. C'était avec plaisir, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine émission Commit After Work, le Business Talk. Commit After Work, le Business Talk, a été présenté par Commit, une gestion des ressources humaines plus simple, plus numérique, plus rapide et à un prix imbattable.